adresse à la jeunesse panafricaine du monde, confrontée à la guerre des virus fomentée par les laboratoires P4 contre l'humanité. Nous sommes le lundi 30 mars 2020 et l'actualité mondiale dictée par une phobie généralisée due à l'expansion du coronavirus nous oblige à nous adresser à la jeunesse. Il va de soi que depuis plusieurs mois maintenant, plus précisément depuis le mois de décembre 2019, la Chine fait l'objet de nombreuses spéculations et supputations relatives à l'apparition d'un virus mortel. Nous savons maintenant de façon certaine que la Chine avait déjà connu en 2002 et en 2003 ce qu'on appelle une pneumonie. Et cette pneumonie était une sorte de SARS, SARS-CoV-2. Et il y a eu beaucoup de morts. Les laboratoires chinois, à l'époque, ils n'étaient pas tellement au fait de la guerre qui avait déjà commencé depuis 1945. Parce que beaucoup d'Africains oublient que lorsque l'Allemagne nazie a été vaincue en 1945 par la conjonction des forces alliées, notamment les Russes, et sur le terrain africain, ce qu'on peut appeler les forces libres de l'Afrique centrale, l'Allemagne nazie a vu des médecins s'enfuir. Et ces médecins se sont enfuis vers les États-Unis, l'Argentine, l'Uruguay et tous ces pays-là. Et un des plus célèbres de ces médecins s'appelait le docteur Mengele. Et ces médecins, les Américains les ont réunis pour organiser leurs propres moyens de guerre bactériologique contre l'URSS, dans le cadre de ce qu'on a appelé à une certaine époque la guerre froide. C'est ainsi que ces moyens ont été mobilisés plus tard contre le Vietnam et contre d'autres pays dits du tiers-monde. Quoi qu'il en soit, il y avait eu aux États-Unis le rassemblement de tous ceux qui avaient un savoir-faire en matière de virologie, savoir-faire qui avait été expérimenté dans les camps de la mort de Pologne et de l'Europe de l'Est. Les États-Unis sont devenus donc entre 1945 et 1950 le pays qui avait le plus d'expertise en matière de virologie. Donc, les laboratoires aux États-Unis étaient liés à ce qu'on peut appeler le Pentagone. Le Pentagone, c'est l'institution militaire de ce qu'on peut appeler la Fédération des États-Unis. C'est le ministère de la Défense. Donc, c'est le Pentagone qui a, pour ainsi dire, organisé toute la stratégie de la guerre bactériologique des États-Unis. C'est cette expertise américaine qui a bénéficié du savoir-faire des médecins nazis. C'est cela qui va ensuite permettre à l'Europe, à la faveur de la création de l'OTAN, c'est-à-dire l'Organisation militaire de l'Atlantique Nord, de mettre en place des laboratoires. Ces laboratoires, on les appelle des laboratoires pour pathogènes de niveau 4. C'est pour ça qu'on dit des laboratoires P4. Ce sont donc des laboratoires qui sont liés à une stratégie militaire. Donc, il ressort de ce qui précède que les États-Unis, le bloc occidental, c'est-à-dire les pays d'Europe de l'Ouest, à l'exclusion de la France qui n'avait pas adhéré au temps du général de Gaulle à l'autre, ces pays avaient une stratégie militaire qui comportait deux volets. Le premier volet, c'est la fabrication d'armes de guerre, mais sur la base de virus. Ces armes de guerre sont en fait des virus qui sont libérés dans la nature et qui font plus de morts que les armes conventionnelles. Le deuxième volet, c'est ce qu'on appelle maintenant le malthusianisme, c'est-à-dire la diminution des populations à risque. On appelle population à risque les populations dont l'expansion démographique constituerait une menace pour la sécurité nationale des États-Unis et des puissances occidentales coalisées.
C'est dans ce cas, de 1962 à 2014, 2 virus ont été libérés. Quand je dis libérés, c'est-à-dire ces virus ont d'abord été fabriqués et on a pris des animaux, notamment des macaques, des cobayes, et on leur a inoculé en laboratoire ces virus et on a ensuite lâché ces macaques dans des populations d'autres animaux pour voir les effets corrosifs de l'expansion de ces virus. Et c'est ainsi que 2 virus qui ont défrayé la chronique sont apparus. Le premier, c'est le VIH, SIDA, et le deuxième, c'est le virus Ebola. Il est évident que 2 sous-continents ont fait l'objet de cette expérimentation précoce du VIH-Sida. D'abord, la Caraïbe, avec Haïti comme foyer et épicentre de la propagation du VIH. Et ensuite, l'Afrique subsaharienne, avec la région qu'on appelle aujourd'hui les grands lacs africains, c'est-à-dire la région qui est à cheval entre la RDC, l'Ouganda, le Burundi, tous ces pays de l'Afrique centrale, mais avec toujours comme épicentre le bassin du Congo. Cette région a fait l'objet aussi d'une contamination de masse des populations. La deuxième région, c'est l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud a fait l'objet d'une attention particulière de la part de ceux qui ont conçu ce programme. C'est ainsi que le Pentagone, les services israéliens, français et anglais se sont mis ensemble pour donner à l'Afrique du Sud les moyens institutionnels de la propagation de ce genre de virus. Et un homme est apparu comme étant au centre de cette expérimentation en Afrique du Sud. C'est le docteur Wouters Basson, qui a été soutenu dans le cadre de ce qu'on appelle Project Coast. C'est le nom du programme qui a été mis en place par les États-Unis, Israël, la France et l'Angleterre pour permettre de faire une expérimentation à grande échelle sur les populations de l'Afrique. Un ouvrage est paru qui nous a mis littéralement au cœur de ce projet diabolique. Cet ouvrage que nous allons citer abondamment a été rédigé par Tristan Mendes France, qui est donc un expert en communication. Et cet ouvrage est intitulé Docteur la mort. Je reviendrai sur cet ouvrage parce que c'est le surnom qui a été donné effectivement à Wouters Basson. Donc, l'ouvrage est intitulé, je le répète, Docteur la mort, enquête sur le bioterrorisme d'État en Afrique du Sud. L'ouvrage est paru aux éditions Fabre et l'ouvrage comporte 162 pages qui me sont permis de citer un passage de cet ouvrage. Tristan Mendes France, l'auteur, écrit, je cite même, lorsque les premiers éléments du programme ultra secret sud-africain Project Coast ont percé durant l'été 1990, nul n'imaginait encore l'ampleur qu'avait prise ce véritable bioterrorisme d'État. Anthrax, Ebola, Sida, choléra, stérilisation de masse, poison chimique ethniquement sélectif parmi les armes envisagées par les autorités sud-africaines de l'apartheid contre la population noire. Il s'agit d'un projet de guerre biochimique à caractère raciste, largement soutenu par les puissances occidentales. Mis sur pied dès 1985, le programme militaire n'a apparemment pris fin qu'en 1994, sans que toutes les responsabilités soient clairement établies. À ce jour, nul ne sait notamment où a disparu toute cette technologie de mort, ni entre quelles mains elle se trouve. Encore moins sait-on qui pourrait en faire usage aujourd'hui. Plusieurs auditions publiques de la commission Vérité et Réconciliation, présidée par le prix Nobel Desmond Tutu, révéleront toutefois le nom d'un personnage, celui du docteur Wouters Basson, éminent cardiologue et scientifique, surnommé Docteur la mort. On lui prête d'avoir été personnellement le cerveau du projet, dont l'objectif était l'extermination du peuple noir autochtone par le biais d'armes biochimiques extraordinairement sophistiquées. Des dizaines de millions de francs sont ainsi mis à contribution par le gouvernement sud-africain peu avant les années 1990 afin de mettre sur pied un laboratoire militaire technologiquement suréquipé dans la banlieue proche de Pretoria à Roodeplat. Des recherches extrêmement poussées sont alors enclenchées afin
de développer une molécule mortelle, sensible à la mélanine, qui pigmente la peau des Noirs. Autrement dit, une arme d'extermination ethniquement sélective. Le laboratoire militaire du docteur Basson étudie également, échantillons à l'appui, l'éventualité de propager de graves épidémies parmi les populations africaines du reste du continent. Un volet du projet COST s'intéresse aussi aux meilleurs moyens scientifiques de stériliser en masse les femmes noires du reste du continent. Fin de citation. Cela veut dire que ceux qui parlent de complot et qui disent que nous sommes mus par la théorie du complot devraient d'abord se demander comment se fait-il que le projet COST n'a jamais fait l'objet d'une poursuite pour crime contre l'humanité, contre ceux qui l'ont mis en place, puisque nous savons maintenant que plus de 2 millions d'habitants ont été victimes de ces crimes, notamment en Namibie, au Botswana. Le sida a ravagé le Botswana, le sida a ravagé le Swaziland et un certain nombre de pays de la sous-région. Il va de soi que la deuxième pandémie, qui a été à l'époque libérée pour faire des dégâts collatéraux dans toute l'Afrique, à partir d'un épicentre qui se trouve être justement la RDC, c'est ce qu'il est convenu d'appeler depuis le virus Ebola. Aujourd'hui encore, ce virus n'a pas fait l'objet d'une rémission en Afrique. On a annoncé la fin des infections, mais dans certaines régions comme la Sierra Leone, le Libéria, la Guinée, ce virus continue à se propager. Ce virus n'est pas né, contrairement aux insinuations des uns et des autres, en RDC. Ce virus est apparu plutôt en Europe. Et donc ce virus, on appelle Ebola, s'appelait au tout début, lorsqu'il a été conçu en laboratoire, le virus de Marburg, du nom du laboratoire où ce virus avait été mis au point. Nous disposons du rapport confidentiel lié à la mise au point de ce virus et à l'expérimentation animale à laquelle ce virus avait donné lieu au laboratoire de Marburg. Nous avons rendu public ce rapport dans le cadre d'une conférence intitulée « L'Afrique noire est-elle devenue un laboratoire pour cobayes humains ?» Révélation sur les bavures volontaires de la recherche médicale et des officines pharmaceutiques occidentales, qui me sont permis de lire l'introduction de ma propre conférence, qui remonte à il y a quelques années, mais dont le DVD existe, peut être commandé. Je cite. Il y a quelques années, j'avais mis en garde dans une conférence publique intitulée « L'Afrique est-elle devenue un laboratoire pour cobayes humains ?» Révélation sur les bavures volontaires de la recherche médicale et des officines pharmaceutiques occidentales. J'avais mis en garde les décideurs politiques africains, toutes institutions confondues, contre le risque d'une nouvelle propagation à grande échelle sur le continent noir des virus dévastateurs de type VIH, SIDA et Ebola au fait de nettoyage ethnique global, d'après la terminologie cynique et mortifère des laboratoires militaires occidentaux PK. À l'époque, un expert nigérien spécialisé en maladies contagieuses, le docteur Simon Agwale, dans un article intitulé Ebola virus, Nigerian patient to be given experimental drug, une test drug on way to Lagos to treat 8 Nigerians, m'avait objecté qu'il existait déjà un traitement baptisé NanoSylve, dont l'efficacité permettrait de circonscrire toute nouvelle pandémie. Il s'est avéré à l'expérience que cette substance miracle émanait en réalité d'un laboratoire pharmaceutique américain bien connu pour ses bavures volontaires sur les cobayes africains et qui avait extorqué des fonds astronomiques au gouvernement nigérien avec la complicité active de l'Organisation mondiale de la santé pour des résultats absolument dérisoires. L'épidémie consécutive à la résurgence depuis 2013 du virus Ebola, dont le vrai nom est, je l'ai dit, le virus de Marburg, dans le golfe de Guinée, avait fait d'ores et déjà un nombre considérable de victimes. Selon l'OMS, au 6 octobre 2014, Ebola aurait tué officiellement 3439 personnes pour 7478 malades déclarés. Certaines sources indépendantes avancent le chiffre effroyable de 60 000 morts. On peut donc légitimement s'interroger sur la stratégie des officines criminelles, des laboratoires militaires P4, des laboratoires pharmaceutiques, des ONG qui se livrent à l'abri de prétextes sanitaires et humanitaires, voire de
considération éthique à la fabrication puis à l'utilisation de toutes sortes de virus mortels que sont le VIH, SIDA et Ebola en Afrique depuis la fin des années 50 jusqu'à nous. Il faut dire que les scénarios pseudo-scientifiques imaginés jusqu'ici par les prétendus experts occidentaux pour expliquer l'origine de ces deux virus tueurs, VIH, SIDA et Ebola, s'apparentent à des constructions de l'esprit feraient rougir d'envie les meilleurs scénaristes hollywoodiens. À titre d'illustration, voici comment les experts de l'Occident en virologie animale et humaine expliquent l'origine du virus. Voilà, je cite. Le cycle du virus dans la nature est encore très mal connu, mais on suppose qu'il affecte certains grands singes et les souris. Cette hypothèse est loin d'être tirée de conclusions expérimentales statistiquement probantes. Il n'en demeure pas moins que l'hypothèse suivante, reposant sur trois principaux schémas, doit être admise sous réserve. 1. Les chauves-souris sont porteuses saines et constituent le réservoir naturel du virus. 2. Les chauves-souris contaminent ensuite les singes, même si les modes de contamination nous sont encore inconnus. 3. Les humains, notamment les Aïrois, habitants de RDC, chassent en forêt et se font contaminer, par exemple en mangeant la viande de brousse, de singe contaminée, ou en rencontrant sexuellement des singes, etc., pour propager ces virus. La source de cette hypothèse absolument fantaisiste en trois temps est la suivante. Hypothèse relative à l'impact probable du virus Ebola sur les gorilles et les chimpanzés d'Afrique centrale et de l'Ouest. Il s'agit des travaux de la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal, parus le 26 avril 2006. C'est sur ce genre de conjecture qui constitue un déni de la méthode scientifique que repose en dernière instance la fable de l'origine simienne et africaine du virus Ebola, fable répandue par les pseudo-scientifiques occidentaux pour mieux camoufler le crime contre l'humanité commis impunément sur le continent africain par les laboratoires militaires occidentaux P4, dont nous fournissons par ailleurs une liste non exhaustive. Ainsi, les élucubrations pseudo-scientifiques qui font état d'une origine simienne et africaine du VIH-Sida procèdent de la même démarche intellectuelle malhonnête et affabulatoire. En résumé, compte tenu du précédent désastreux que constitue le funeste projet COST, qui a fait, dans l'indifférence générale de la communauté internationale, les ravages que l'on sait, je renvoie à l'étude de Marlène Berger, Chandré Goldon, intitulée Secret and Lies, Wouters Basson and South Africa's Terminal and Biological Warfare Program. C'est paru aux éditions Zebra Books en 2002. C'est sur cette base que nous souhaitons élucider ce que nous appelons maintenant le foyer chinois du coronavirus et la transformation d'une épidémie en pandémie. Dans un premier temps, nous devons partir du principe que la Chine, ayant été alertée de l'usage de virus à grande échelle pour combattre d'abord les pays de l'Europe de l'Est, en particulier l'URSS et ce qu'on appelle ses satellites, c'est la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Bulgarie, la Yougoslavie, etc. La Chine a décidé de mettre au point une stratégie contre le bioterrorisme et ce qu'on appelle la guerre des virus. C'est dans ce cadre que, sous le dirigeant Deng Xiaoping, il a été mis sur pied un projet de création de laboratoires pour pouvoir circonscrire les virus qui seraient éventuellement lâchés contre la Chine. Nous savons aujourd'hui de façon certaine que le 31 décembre 2019, le comité de santé municipale de la ville de Wuhan, en Chine centrale, déclare officiellement à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 27 cas de pneumopathie d'origine inconnue survenue dès le 8 décembre 2019. Comme chacun le sait, quand on parle de pneumopathie, il s'agit de maladies qui sont basées sur des syndromes respiratoires. Donc, l'épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère que nous avons appelé SRAS avait d'abord été propagée contre, effectivement, la Chine. Donc, comme nous l'avons montré, dès 1945, à la faveur de ce que nous pouvons appeler l'expertise des médecins nazis qui s'étaient réfugiés aux États-Unis, notamment le docteur Mengele, qui est décédé, comme chacun le sait, au Brésil, sans jamais avoir été jugé pour les crimes qu'il avait commis
dans l'équipe de recherche de virologie mise au point par Adolf Hitler, nous savons que les États-Unis ont acquis une avance notable en matière de virologie, ou plus précisément de la création en laboratoire de virus à des fins de propagation d'une guerre bactériologique visant à décimer des populations civiles sans défense. J'attire l'attention sur le fait que l'objectif n'est pas de décimer des militaires dans lesquels on serait en guerre, contre lesquels on serait en guerre. Le but n'est pas de décimer des armées, mais de décimer des populations civiles. C'est dans cette perspective que le laboratoire militaire P4 des États-Unis et de leurs alliés de l'OTAN ont pris pour cible 2 régions de la Terre. 1, l'Afrique. 2, la Caraïbe et l'Amérique centrale et méridionale qu'on appelle l'Amérique latine. Ces 2 régions ayant été prises pour cible, on était certain que les autorités de ce pays ne disposaient pas des moyens pour combattre ces nouvelles armes virologiques. Mais comme nous sommes en train de le montrer, ce n'est pas le cas de la Chine, parce que les Chinois ayant pris acte de ces nouvelles armes insidieuses et mortelles, les Chinois ont développé très tôt leur propre programme de contre-bioterrorisme, un programme contre les virus. C'est dans ce cadre que les Chinois ont fait face à une attaque massive. Et cette attaque massive s'appelait le syndrome respiratoire aigu sévère, SARS, qu'on appelle aussi en langage technique SARS-CoV-2. Et nous sommes en 2002 et en 2003 en Chine. La Chine a compris qu'il fallait mettre sur pied une équipe de spécialistes et de virologues pour pouvoir sécuriser la population chinoise. Dans un deuxième temps, il fallait aussi sécuriser les alliés de la Chine. Il fallait sécuriser la Corée du Nord. Il fallait sécuriser tous les pays qui, en Asie, refusaient le diktat des Américains. Ce programme a permis, comme toujours en Chine, ce qu'on peut appeler une certaine avance technologique chinoise, qui est matérialisée par un numéro spécial de la recherche. Il s'agit du numéro de mars 2020, numéro 557, qui est intitulé « Enquête sur la science en Chine ». Dans certains domaines, la Chine a une avance considérable sur l'Occident. C'est le cas de la physique quantique, c'est le cas de l'intelligence artificielle, c'est le cas de l'astrophysique, c'est le cas de la conquête de l'espace, c'est le cas de l'énergie, c'est le cas de la génétique, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et comme le reconnaît ce numéro spécial, la Chine a pris maintenant une avance en virologie. C'est au nom de cette avance qu'un certain nombre de laboratoires occidentaux ont décidé d'envoyer des centaines d'experts pour aller apprendre auprès des Chinois. Au nombre de ces laboratoires, il y a un laboratoire français qui se trouve actuellement à Lyon, qu'on appelle le laboratoire Mérieux à Lyon. Et ce laboratoire Mérieux fait partie des laboratoires qui ont envoyé des experts à Wuhan, en Chine centrale, c'est-à-dire la région qui a le plus grand boom industriel en Chine, et qui a aussi un potentiel démographique exponentiel. Donc, il y a un deuxième laboratoire dont beaucoup de gens ne parlent pas. C'est un laboratoire américain. Et ce laboratoire américain est lié, annexé à l'université américaine Johns Hopkins. Et il y a aussi des experts italiens qui sont venus s'installer dans cette région de la Chine. Il y a également des experts iraniens qui, dans le cadre du programme que les Iraniens ont mis sur pied, et celui-là même qui a été éliminé physiquement par les Américains, faisait partie de ceux qui étudiaient un programme pour empêcher l'Iran d'être la cible d'une attaque virologique. Il s'agit du général qui a été tué par les forces américaines. Quoi qu'il en soit, l'idée est celle-ci. Dans le cadre de ce programme de coopération, la Chine expérimente une stratégie pour lutter contre toutes les formes de virus qui sont liées au syndrome respiratoire. Donc, tous les virus qui peuvent être déposés sur des supports matériels ou qui peuvent faire l'objet d'une inhalation respiratoire et ainsi affecter les poumons des êtres humains. Donc, la destruction des cellules de poumons par l'inhalation de ces virus constitue le mode opératoire le plus efficace pour tuer le maximum de minimum de trucs. Donc, c'est dans ce cadre que, dans ce laboratoire, il y avait des chercheurs qui appartenaient au laboratoire P4 Jean Mérieux de Lyon.
Ce laboratoire P4 Jean Mérieux de Lyon travaille avec l'OMS, donc constitue les équipes de virologues français qui travaillent dans le cadre de l'Organisation mondiale de la santé, mais travaille aussi, et ça c'est très important, avec l'Institut Pasteur et ensuite avec des ONG, au moins une quarantaine, spécialisées dans le cadre de l'humanitaire en Afrique. Quoi qu'il en soit, c'est dans le cadre de ce partenariat entre le laboratoire de Wuhan en Chine et le laboratoire P4 Jean Mérieux à Lyon, ainsi que le laboratoire annexé à l'université américaine Johns Hopkins et un autre laboratoire qui se trouve à avoir pour centre la ville de Milan en Italie. C'est dans ce cadre que ce virus a été libéré dans la nature par un procédé que les Chinois ont maintenant mis en place. Parce que les Chinois, depuis, quand ils communiquent, on n'en parle pas. On n'en parle pas. C'est-à-dire ce que disent les experts chinois n'est pas relayé par les médias mainstream de l'Occident. Ils font une propagande dont le but est de culpabiliser la Chine tout en cachant leur propre stratégie de guerre bactériologique contre l'Afrique. C'est donc ce que les Chinois ont d'abord mis sur pied comme communication. Selon les Chinois, ce n'est pas de la Chine qu'est venue la libération de ce virus. Ce sont des experts étrangers et occidentaux qui étaient dans une coopération technique avec la Chine, qui ont libéré un tel virus, et notamment les Américains, dont le but d'obtenir deux résultats immédiats. Premièrement, tester l'efficacité en matière de contamination des populations civiles par le virus. Disons, le rythme et la rapidité d'une telle contamination. Évaluer cela. Et deuxièmement, évaluer la capacité de la Chine à faire une riposte pour pouvoir empêcher sa population globale d'être affectée par ce virus. C'est cela qui s'est passé du 12 décembre 2019 jusqu'au 10 janvier 2020. Durant cette période, on a constaté donc une riposte exceptionnellement coordonnée de la Chine. Donc, les Occidentaux ont commencé à parler à ce moment-là du fait que la Chine use de méthodes dictatoriales contre sa population civile dans le but soi-disant de circonscrire un virus. Méthode dictatoriale. Deuxièmement, on a dit que les porteurs sains de ce virus sont les membres de la diaspora chinoise en Europe. Et on a commencé à stigmatiser les Chinois en Europe. C'est dans ce cadre que la Chine s'est débarrassée des soi-disant coopérants italiens, s'est débarrassée des soi-disant coopérants français, s'est débarrassée des soi-disant coopérants américains. Et ce que l'Italie, la France, les États-Unis ignorent, c'est ceux-là même qui avaient libéré le virus à des fins criminelles étaient en fait contaminés. Donc ils sont rentrés chez eux sans qu'on ait pris des mesures conservatoires pour voir si oui ou non eux-mêmes étaient contaminés. Ils ont donc eu le temps de contaminer donc à une échelle réduite dans un premier temps. Mais ceux qui avaient été expulsés aussi, qui étaient des Iraniens, ont contaminé aussi d'autres Iraniens. Et c'est ainsi que progressivement, l'épidémie est devenue une pandémie. Nous appelons pandémie l'expansion planétaire d'un virus qui d'abord était parti d'un foyer. Au moment où nous parlons, il y a 4 faits qui sont établis et qui ne peuvent être contestés par personne. Le premier fait, c'est que la ville de Wuhan, qu'on présente comme l'épicentre de l'épidémie du nouveau coronavirus. Cette ville a fait l'objet d'une attaque de bioterrorisme dans le cadre d'une coopération entre la Chine et des pays occidentaux qui, effectivement, eux-mêmes, abritaient des laboratoires militaires P4. Deuxième certitude. Les Chinois ont fait l'objet d'une réactivité exceptionnelle. Donc, les Chinois ont pu d'abord sécuriser, c'est-à-dire faire un cordon sanitaire de la ville, autour de la ville de Wuhan, pour empêcher la contamination d'autres populations périphériques ou nationales. Deuxièmement, les Chinois ont mis au point un certain nombre de médicaments, je dirais plutôt un certain nombre de substances antivirales ou antivirologiques. Et une des substances, c'est précisément la substance qui avait été mise au point pour combattre. C'était le docteur Pataroyo qui avait mis ça au point il y a 15 ans pour combattre effectivement une infection tropicale qui tuait beaucoup de gens en Afrique. Donc, une institution va maintenant intervenir pour capitaliser les maladies tropicales. Et non seulement capitaliser les maladies, on appelle maladies tropicales, les maladies qui affectent les populations noires du sud de la planète. Et non seulement il fallait étudier toutes ces maladies, il fallait utiliser des singes pour voir leur nocivité en laboratoire par des tests à grande échelle,
Mais il fallait maintenant faire semblant de guérir ces maladies en fabriquant de faux vaccins qui sont en fait des armes contre les populations locales. Et ces vaccins sont effectivement expérimentés sur des populations qu'on appelle les populations vulnérables, notamment les bébés, notamment les femmes d'un certain âge, en âge de procréer. Et une des fondations qui a le plus utilisé ces vaccins, non seulement pour s'enrichir, mais pour diminuer la population africaine, c'est la fondation Bill Gates, du nom du milliardaire Bill Gates. Et aujourd'hui, c'est un point sur lequel je vais revenir de façon certaine, parce que c'est le troisième point qui me semble être un acquis. C'est par les vaccins qu'on contamine les Africains aujourd'hui avec une efficacité. C'est par les vaccins qu'on contamine les Africains. Et l'organisation qui met au point cette stratégie de contamination à grande échelle des Africains par le truchement des vaccins, c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Une quatrième certitude. Aujourd'hui, l'expertise est arrivée à un tel point que eux-mêmes peuvent contaminer des populations qu'on appelle des populations à risque ciblées. Ça dit des prisonniers, en fait. Des prisonniers aux États-Unis, quand on sait que 60% de la population carcérale des États-Unis, c'est les Noirs. Des prisonniers en Afrique, notamment en RDC, sous Joseph Kabila. Des prisonniers en Afrique du Sud. Et tout ça, ces populations carcérales que personne ne peut protéger parce que vivant dans une totale promiscuité, dans l'exiguïté même des prisons, ces populations sont contaminées. Et une fois qu'elles sont contaminées, on attend la période de ce qu'on peut appeler maintenant la maturation de la contagion. Et on libère ces populations. On les laisse dans la nature. Dans les grandes villes que sont Pretoria, dans les grandes villes que sont Kinshasa, dans des grandes mégapoles que sont Kampala, etc. Mais aussi, pourquoi ne pas le dire, à Harlem, aux États-Unis, à Chicago, dans les ghettos du Bronx, et un peu partout. Et une fois qu'on libère ces gens-là contaminent maintenant d'autres personnes qui, elles, étaient saines. Donc, ce mode de contamination m'amène à la dernière certitude, qui constitue en fait l'essentiel de mon message d'aujourd'hui. Les Africains ne doivent pas être vaccinés. Les Africains ne doivent en aucun cas aller se faire vacciner ou faire vacciner leurs proches. Je répète, en aucun cas. Trois personnalités ces derniers jours ont, de façon officielle, éventré le complot contre l'Afrique. Le premier, c'est le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, un Portugais, qui a fait une interview. Et au cours de cette interview, plutôt que de parler de la situation en Espagne, de la situation en Italie, de la situation à New York, il a dit qu'il faut mobiliser des millions de dollars pour pouvoir mettre au point des vaccins et pour pouvoir s'occuper de l'Afrique. Alors même que la logique de la contamination ne permettait pas de considérer l'Afrique comme une priorité unique. Cette communication du secrétaire général des Nations Unies constitue en fait un aveu. On est en train de préparer aujourd'hui la contamination à vaste échelle des populations africaines. C'est l'ONU qui est l'institution qui veut parrainer cette entreprise criminelle. Deuxièmement, il s'agit de la communication du président français Emmanuel Macron. Le président français, au cours d'une intervention qui, a priori, n'avait rien à voir avec l'Afrique, puisqu'il s'agissait d'inaugurer un hôpital militaire, entre guillemets, pour recevoir des gens en réanimation en Alsace. Donc ça ne concernait pas l'Afrique. Le président français a dit ceci. Il faut que la France, pour entrevoir une rémission par rapport à la pandémie, envisager la manière d'investir l'Afrique de manière à expérimenter son savoir-faire en Afrique. Mais la question logique qui vient à l'esprit, pourquoi ce savoir-faire n'est-il pas expérimenté en France? Puisque, comme chacun le sait, les remèdes que les Chinois avaient validés, notamment ce fameux remède dont parle un médecin français qui faisait partie du conseil scientifique de l'Élysée, qui lui-même est né au Sénégal. Donc, il a dit, ce remède qui a été efficace contre le paludisme, que ce soit en Colombie, en Bolivie, etc. Il y a une des applications de ce remède qui peut être efficace à un moindre coût pour les populations qui actuellement sont effectivement contaminées, y compris en Europe. La machine médiatique s'est mise en branle pour le présenter d'abord comme un gourou et non pas un médecin dans toute l'acception technique du monde. Deuxièmement, on l'a présenté comme un apprenti sorcier. Et troisièmement, on l'a présenté comme quelqu'un qui ne coûte pas les directives de l'État français et de ses représentants les plus assermentés. Mais s'agissant de l'État français,
l'ancienne ministre de la Santé, qui est partie dans une aventure pour devenir maire de Paris en abandonnant le ministère de la Santé. Une fois que les résultats des élections ont montré qu'elle n'avait pas pris la tête de la ville de Paris, a fait une sorte de mea culpa extraordinaire en affirmant que des rapports alarmants existaient déjà qui laissaient présager un tsunami sanitaire à partir de ce virus contre les populations de la France. Deuxième chose extraordinaire, que les autorités compétentes qu'elle avait pris soin elles-mêmes d'alerter n'ont pas pris les mesures nécessaires pour mettre la population française à l'abri de la contamination. Et troisièmement, ça c'est encore plus inattendu, et pour moi c'est un aveu circonstanciel. Elle affirme qu'il existe des groupes de pression qui sont en fait des laboratoires pharmaceutiques. Ils veulent laisser contaminer les populations pour pouvoir ensuite faire du butin à partir de faux vaccins contre le peuple français. Donc c'est la raison pour laquelle j'avais dit que l'intitulé de mon message c'est « Adresse à la jeunesse panafricaine du monde confrontée à la guerre des virus fomentée par les laboratoires pétants contre l'humanité ». Donc, vous voyez bien que mon message n'est pas un message destiné à défendre uniquement les Noirs. Mon message est un message destiné à protéger l'humanité contre les crimes contre l'humanité perpétrés au nom de la santé mondiale de l'OMS par des groupes de criminels. Ce sont ces groupes de criminels qui avaient propagé le VIH-Sida en Afrique. Ce sont ces groupes qui avaient propagé en Afrique le virus de Marburg, qu'ils ont appelé plus tard virus Ebola. Ce sont ces mêmes groupes qui ont propagé le virus du Nil, décimant toute une partie des populations du Sud-Soudan, du Kenya jusqu'au Tchad et la Somalie. Ce sont les mêmes qui sont derrière les campagnes des ONG pour ligaturer les trompes des femmes en Afrique, les stériliser et les empêcher de concevoir. Donc, des femmes qui vont concevoir se retrouvent avec des trompes ligaturées et ne peuvent plus jamais concevoir alors qu'elles n'ont que 20 ans. Leurs enfants sont contaminés par des vaccins qui sont effectivement proposés à ces officines criminelles par Bill Gates, lui-même un criminel. Et donc, à partir de tout cela, je peux dire maintenant 4 choses qui constituent l'essentiel de mon message adressé à la jeunesse panafricaine du monde. 1. La partie du continent la plus menacée, c'est la région des Grands Lacs et le bassin. J'en appelle aux plus hautes autorités de la République démocratique du Congo, aux plus hautes autorités du Congo dit Brazzaville, du Gabon, de l'Ouganda, du Burundi, du Rwanda, jusqu'au Kenya, pour que la hache de guerre entre Africains soit enterrée, qu'ils mettent au point. Quand je dis ils, ce sont les dirigeants conscients de ces régions. Je ne parle pas des nègres de service. Ils enterrent la hache de guerre pour pouvoir mettre au point une contre-stratégie pour pousser dehors l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui est une organisation mondiale criminelle, qu'ils mettent dehors. Les ONG, qu'ils mettent dehors. Tous les nègres qui sont des faux médecins et qui sont tout simplement des chevaux de Troie de ces institutions. Des nègres sans aucun cerveau qui, effectivement, sont complices de la mise à mort du peuple africain. Il faut chasser. Voilà. Je crois que ça doit être très clair. Toutes les officines mortifères qui prospèrent sur le malheur de l'Afrique pour pouvoir décimer le peuple africain. Voilà ce que j'ai dit. Deuxièmement, il faut que les médecins africains qui ont des qualifications, je ne parle pas des faux médecins nègres camouflés en blouse blanche, les médecins africains qui ont des qualifications et une expertise digne de ça, qu'ils se mettent avec les praticiens du continent pour créer l'ordre des médecins de Kemet du continent afin d'utiliser toutes les ressources de la nature, toutes les ressources de l'esprit humain pour pouvoir guérir toutes les pathologies que l'Occident a inoculées à l'Afrique. C'est mon deuxième appel. Mon troisième appel. Si nous avons parlé de la jeunesse panafricaine du monde, c'est parce que les Africains qui vivent aux États-Unis d'Amérique sont une cible aujourd'hui. Ceux qui vivent au Brésil sont une cible. En Guyane, au Canada, en France, en Angleterre, partout où il y a des Noirs africains aujourd'hui, aux 4 coins du monde et de la planète, ces Noirs doivent se considérer comme des cibles. Ils sont visés par une machine de guerre dont le but est de diminuer la population noire partout dans le monde. Et ils doivent en tirer les conséquences pour ce qui est de leur propre stratégie pour leur santé. Non seulement leur santé, celle de leur famille, celle de leurs proches et celle des membres de notre communauté. Mon 4e et dernier message, c'est, je l'avais déjà
fait lorsque j'ai fait une vidéo consacrée au papyrus dit Edwin Smith, qui est un papyrus médical de nos ancêtres. En réalité, et ceci est une redite, nos ancêtres avaient déjà, il y a plus de 3000 ans, trouvé des remèdes qui ne sont pas chimiques, mais sont basés sur la nature, à toutes les pathologies dont on parle à l'heure actuelle, notamment aux pathologies résultant de ce qu'on peut appeler l'affection des poumons, les maladies respiratoires, toutes les formes de pathologies libérées aujourd'hui contre l'Afrique. Depuis l'anthrax, le SRAS et toutes ces pathologies insidieuses. Donc, à partir du moment où nos ancêtres avaient déjà trouvé la solution, ça veut dire que ceux qui ont étudié l'histoire de la médecine dans l'Antiquité savent que nos ancêtres avaient déjà trouvé la solution. Mais ceux-là, ils utilisent ces connaissances en cachette, mais font comme si ce sont des nouvelles pathologies inconnues du monde et fabriquent de faux vaccins dans le but de gagner de l'argent sur le dos des morts. Je pèse mes mots. Gagner de l'argent sur le dos des morts. Je vais même plus loin. Ce qui se passe en Occident est révoltant. On prend des morts, on les met dans des chaînes du froid, sans que leur famille voie les corps, et on prélève les organes pour les vendre. Voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, à partir de ces considérations, ils montrent jusqu'où l'Occident est allé dans ce que j'appelle la déshumanisation de la planète. Tout ce qu'on appelle aujourd'hui le dérèglement climatique, la malbouffe, c'est-à-dire les OGM, les poulets contaminés qu'on donne aux gens pour manger, le lait des enfants empoisonnés qu'on appelle le lait d'Igo. Tout cela que l'Occident appelle aussi la disparition des espèces animales, l'extermination des populations d'éléphants aujourd'hui, l'extermination des rhinocéros pour leur corps. On avait cru que cela allait se limiter aux populations animales. Voilà que l'homme lui-même est menacé d'extermination. Voilà que l'homme lui-même est menacé par des virus fabriqués par des fauteurs de mort, des criminels du niveau de fauteurs maçons, le docteur Lamont. Voilà pourquoi nous disons aujourd'hui que 2 ans représentent les guides éclairés que les ancêtres nous avaient envoyés afin de nous mettre sur le chemin du retour vers les racines spirituelles de notre peuple, qui sont aussi les racines spirituelles de l'humanité entière.